D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux d'être ici, de retrouver, c'est bon de retrouver plusieurs personnes que je connais depuis plusieurs années, de faire la connaissance d'autres qui s'intéressent de près ou de loin au procès de Nuremberg. Euh, aux États-Unis, les discriminations raciales du passé et du présent ne sont presque jamais pensées dans les termes du droit international, notamment dans sa variante pénale. Lorsqu'ils cherchent à définir les hate crimes, lorsqu'ils étudient d'improbables réparations pour l'esclavage ou pour les violences endémiques qui ont accompagné la ségrégation, juristes, responsables politiques et activistes se réfèrent essentiellement à des normes internes. Je sais pas si ça marche. Pourtant, dans l'immédiate après-guerre, ouais, je veux bien. Ouais. Pourtant, dans l'immédiate après-guerre de 1945 à 1949, les experts du gouvernement américain ont activement contribué à produire les normes internationales qui réprouvent les discriminations raciales. Comme je le montre dans mon livre Le moment Nuremberg, dont vous avez ici la couverture, livre paru aux presses de Sciences Po en 2019 et qui doit être traduit en anglais prochainement, cette période apparaît comme une brève parenthèse multilatérale dans l'histoire des États-Unis depuis la fin du XIXe siècle. Une des expressions majeures de cet internationalisme éphémère a été le procès des 24 leaders nazis à Nuremberg, une entreprise judiciaire inédite et largement expérimentale dans laquelle l'État fédéral a investi des moyens et une énergie considérables. J'assume dans mon travail un double parti pris. Ce premier point, seul le détour par une sociographie des acteurs, aussi précise que possible, permet de comprendre leurs pratiques effectives. D'où le choix lourd que j'ai fait d'une analyse systématique des carrières des juristes et experts employés par le tribunal militaire international, que j'appellerai TMI pour aller plus vite par la suite. Pour apprécier, c'est le deuxième point, pour apprécier à leur juste mesure les innovations majeures de Nuremberg, j'ai cherché à croiser les trajectoires des idées et celles, individuelles comme collectives, des acteurs, en essayant, et je crois que c'est un point important, de ne jamais confondre pratique juridique ou pratique judiciaire et idées juridiques. Une des innovations bien connues du moment Nuremberg est le crime contre l'humanité. Cette catégorie, on l'oublie parfois, introduit une nouvelle classe de crimes motivée par une idéologie raciale ou raciste. Toutefois, cette définition est plus limitée qu'on ne l'imagine. Et pour cause, elle a fait l'objet d'un patient travail de limitation, voire de neutralisation. Cette question est un point aveugle de l'ample littérature consacrée à Nuremberg, qui s'est enrichie récemment de contributions importantes. Dans ce qui suit, je soulignerai d'abord le lien discret entre Nuremberg et la question raciale états-unienne. J'évoquerai ensuite la trajectoire de Robert Jackson de Nuremberg à l'arrêt Brown de 1954. Je me pencherai enfin sur la manière dont le précédent de Nuremberg a été mobilisé pour combattre le racisme institutionnel aux États-Unis. Premier point donc. Voilà. Premier point. Mon travail s'est attaché à mettre en évidence un processus d'innovation sous contrainte. Je n'aborderai pas ici les contraintes socio-professionnelles qui pèsent lourdement sur le moment Nuremberg, dans la mesure où ce sont des praticiens du droit, notamment les lawyers américains, qui dominent le procès, sa préparation et qui lui impriment une orientation particulière. C'est un autre type de contrainte, ou de biais, si vous voulez, de type ethno-racial cette fois, qui va retenir mon attention aujourd'hui. On en trouve la trace dans la manière de définir et de sanctionner les crimes motivés par une idéologie raciale. C'est une des innovations majeures de Nuremberg. En effet, selon l'article 6C de la charte du TMI, je cite, « Les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux », fin de citation, font en effet partie des crimes contre l'humanité. Cependant, on le sait, cette définition est très restrictive, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un crime autonome. Le crime contre l'humanité est subordonné à la commission de crimes de rang supérieur, en l'occurrence un plan concerté, ou conspiracy, visant à déclencher des guerres d'agression. En pratique, la charge de la preuve s'en trouve alourdie, puisqu'il faut démontrer, par exemple,
que l'anéantissement des Juifs d'Europe par le Troisième Reich découle du projet d'agression militaire mis au point par le régime. Et les juges ont estimé que les persécutions antérieures à 1939 n'entraient pas dans la compétence du tribunal. Dans un mémorandum de septembre 1944, où il jette les bases du futur procès des leaders nazis, l'avocat d'affaires new-yorkais Murray Bernays, alors expert au War Department, estime que la répression des crimes racistes pose, je cite, le problème des minorités, the minority problem. Qualifier les atrocités raciales de crimes de guerre, écrit-il, créerait le précédent d'un droit international à juger la conduite des différents États envers leurs propres ressortissants. Cela ouvrirait la porte à des conséquences incalculables et présenterait de graves questions politiques. Il propose donc de ne punir ces atrocités raciales que dans la mesure où elles servent directement le complot nazi pour une domination mondiale. Dès lors, la mise au point du futur crime contre l'humanité correspond à une innovation sous contrôle, soucieuse de ne pas créer de catégorie universelle à même d'être utilisée contre les accusateurs. Au cours du processus interne de révision du plan Bernays, affleure régulièrement la crainte de voir les lois Jim Crow ou la pratique du lynchage dans les États du Sud tomber sous le coup de la loi internationale. Les archives américaines font entendre cette petite musique insistante, dont je donne de très nombreux exemples dans mon livre. Lors des négociations de Londres en juillet 1945, le juge suprême Robert Jackson, dont il a déjà été question, qui est le chef de l'accusation américaine, met les points sur les i en déclarant à ses homologues alliés, je cite, la manière dont l'Allemagne traite ses habitants n'est pas plus notre affaire que ce n'est l'affaire d'un autre gouvernement de s'interposer dans nos problèmes. Nous avons parfois des circonstances regrettables dans notre propre pays où les minorités sont injustement traitées. Et de fait, pendant près de 2 ans, de la formulation du plan Bernays au jugement des grands criminels de guerre, on observe un processus continu de neutralisation de la définition des crimes raciaux. Comment expliquer ce processus ? 2 raisons à cela. D'abord, au sortir de la guerre, la question raciale états-unienne oscille entre secret public et impensé naturalisé. Le cas de Herbert Pell illustre bien ce point. Ce diplomate autodidacte a lutté en vain en 1944 pour élargir le champ du droit de la guerre aux crimes contre les ressortissants juifs des pays ennemis. Et il se heurte alors à l'antisémitisme à peine voilé du State Department. Or, ce même Pell prononce en 1946 un discours où il assimile lutte contre le nazisme et défense de la race blanche. Défense de la race blanche, j'insiste. On pourrait multiplier les exemples. L'avocat du Sud, Sidney Alderman, proche conseiller de Jackson, confie ainsi à son journal, lors des négociations de Londres, combien, je cite, le juge était friand de nos blagues du Sud. Et il rapporte une de ces blagues où immanquablement les Noirs sont tournés en ridicule. Ensuite, l'intériorisation de la rigide color line se conjugue chez les juristes au service du gouvernement fédéral à un rapport à l'État relativement classique chez les légistes qu'on pourrait qualifier de double bind, de double dépendance. En théorisant la souveraineté, ces experts légitiment l'État qui, en échange, garantit l'autonomie de leur activité. C'est ainsi, il me semble, que la défense de la souveraineté est indissociable de la préservation de la sphère domestique. Au double sens anglo-saxon de ce terme, le racisme est une histoire de famille à régler en famille, une affaire intérieure jalousement soustraite au regard extérieur, c'est-à-dire qui ne peut faire l'objet d'aucun examen international. J'en viens à mon deuxième point. On ne sera pas surpris que les lawyers comme Bernays, qui ont jeté les bases du procès de Nuremberg, ont par la suite adopté des positions conservatrices, rejetant par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme ou la Convention internationale sur le génocide. Mais un cas particulièrement instructif est celui du juge Jackson, du juge à la Cour suprême, Robert Jackson. Vous voyez ici la cour Jackson se trouvant sur une photo de la Cour suprême en 1953. On sait que Jackson a voté à contre-cœur le fameux arrêt Brown versus Board of Education du 17 mai 1954, qui met fin à la ségrégation dans l'enseignement secondaire. Dans une série de mémoranda qui n'ont pas été publiés,
Jackson estime difficile pour la Cour suprême d'éradiquer, je cite, peur, orgueil et préjugés, fin de citation, dans la société. Il lui paraît délicat de renverser la jurisprudence séparée mais égaux de 1896, dans la mesure où, selon lui, rien dans la Constitution n'interdit la ségrégation, pas même le 14e amendement de 1868. Si nous devons, écrit-il, tenir compte des sentiments de ceux à qui l'on impose la ségrégation, nous devons aussi considérer le point de vue de ceux qui sont forcés à y renoncer, écrit-il dans un de ses mémoranda non publiés. Ce positionnement paradoxal s'éclaire à la lumière du parcours de Jackson. Ses dispositions à un certain conservatisme juridique s'expliquent d'abord par sa socialisation provinciale à Jamestown, dans le New York Upstate, où il débute comme lawyer. À partir de 1934, ce proche de Roosevelt entame une carrière gouvernementale qui le conduit à la tête du ministère de la Justice en 1940. Durant ses années à Washington, il fait l'expérience de l'inflexibilité des démocrates sudistes, tout en sympathisant avec plusieurs d'entre eux. Nommé juge à la Cour suprême en 1941, Jackson apparaît plutôt en retrait par rapport à ses collègues sur les questions de discrimination. Au sein des cours Stone, Vinson puis Warren, réputé libéral, seuls 60% des votes de Jackson dans les 35 affaires touchant aux droits civiques sont favorables aux Africains-Américains, l'un des taux les plus bas. Par la suite, Jackson défend en privé la poll tax, l'un des obstacles majeurs pour les Noirs à l'exercice de leur droit de vote. Il tergiverse particulièrement au sujet de la ségrégation scolaire et universitaire, se montrant soucieux de l'image de la Cour auprès des Blancs du Sud. Il confie à ses proches que le sujet est pour lui une source de tourments intérieurs. Certes, son conservatisme juridique se combine à un réformisme social et politique. Il exprime dans un avis dissident sa réprobation du racisme dans l'affaire Korematsu concernant l'internement de citoyens d'ascendance japonaise. Cependant, l'écart fréquent entre ses déclarations publiques et son extrême prudence politique, notamment après 1946, dénote un habitus pour le moins clivé. Source de conflits intérieurs, le clivage du moi peut autant favoriser des compétences critiques que nourrir, comme dans le cas de Jackson, une vision sceptique du monde social, celle d'un être écartelé entre Jamestown et Washington, l'ancrage provincial et l'élite scolaire, l'ordre du Sud et l'esprit de la Constitution. En public, il évite soigneusement de tirer des conclusions domestiques de son expérience à Nuremberg. Le 30 novembre 1947, Jackson salue l'œuvre accomplie par le TMI lors de la convention annuelle de la National Bar Association, principale association de juristes africains américains. Il se félicite de la condamnation universelle du racisme sans faire allusion à la situation interne des États-Unis. En revanche, l'orateur suivant saisit la balle au rebond. Nous aimerions voir, déclare le juge noir Francis Rivers, les principes de Nuremberg irriguer la pensée des gens civilisés. Il faut que la discrimination contre les minorités soit vue comme un crime par tous les Américains. Fin de citation. Troisième et dernier point de mon intervention, dans quelle mesure le précédent de Nuremberg a pu servir de ressource dans la lutte aux États-Unis contre le racisme domestique. Il faut distinguer ici deux types de mobilisation. Il s'agit d'abord du combat pour les droits civiques dans l'arène judiciaire. Les avocats militants de la NAACP ont mis au point, à partir des années 30, une stratégie du test case, consistant à sélectionner quelques affaires clés, puis à les porter, après épuisement des recours, devant la Cour suprême. Dans leur mémoire juridique en faveur des victimes de la ségrégation, ces avocats invoquent fréquemment, à partir de 1945, en plus de la Constitution américaine, les traités internationaux signés par le gouvernement américain, comme la Charte des Nations Unies. Si les articles qui, dans cette charte, proscrivent les discriminations raciales sont souvent cités, en revanche, le statut et le jugement du tribunal militaire international le sont beaucoup moins. L'un des rares cas où le crime contre l'humanité est invoqué est celui des clauses raciales des contrats de propriété qui ont été déclarés anticonstitutionnels à la fin des années 40. Par conséquent, dans l'immédiat après-guerre, les droits de l'homme semblent plus ajustés à la stratégie judiciaire nationale que le droit de Nuremberg, en particulier le crime contre l'humanité, dont les civil rights lawyers connaissent pertinemment la portée limitée. Le procès des leaders nazis a été en revanche souvent invoqué en dehors des tribunaux. Par exemple, dans le cadre de mobilisations contre le lynchage dans les États du Sud.
En septembre 1946, bon, ça je ne commente pas cet article, mais son titre dit bien son contenu, Put Lynchers on Trial with Nazi, Ask DSC Hero, pendant le procès Nuremberg. Voilà. En septembre 1946, alors que le procès Nuremberg entre dans sa phase finale, une manifestation contre le lynchage est organisée à Washington par le célèbre artiste Paul Robeson. Elle donne lieu à un échange plutôt tendu entre les organisateurs et le président Truman. Je cite : « La discrimination raciale dans ce pays, déclare une participante, est tout aussi néfaste que le racisme dans l'Europe nazie. Ceux qui lynchent des Noirs dans ce pays ne sont pas moins coupables que les gens que nous jugeons à Nuremberg. » Ce à quoi le président Truman rétorque, je cite, « Les problèmes intérieurs sont des problèmes intérieurs et les problèmes extérieurs sont des problèmes extérieurs. » Fin de la courte entrevue. De fait, les appropriations militantes du procès de Nuremberg ont largement débordé l'enceinte judiciaire. Dans le cadre, vous voyez Robeson ici, dans le cadre d'une stratégie visant à globaliser la lutte pour les droits civiques, des organisations africaines-américaines adressent plusieurs pétitions aux Nations Unies. Ces documents sont remarquables à deux titres, au moins. Ils attestent d'abord d'une forme d'action plus radicale, par changement d'échelle et appropriation autonome du droit international. Ensuite, ces pétitions s'inspirent directement de l'accusation américaine à Nuremberg. Et elles embrassent résolument la forme même du procès international inauguré par le TMI. C'est le cas de la pétition We Charge Genocide, mise au point en 1951 par l'avocat communiste William Patterson, avec le soutien, encore une fois, de Paul Robeson. Par sa composition et sa forme, ce document de 273 pages, fruit d'une enquête très minutieuse et très longue, s'apparente à un acte d'accusation. Il s'ouvre par un rappel de la Convention de 1948, suivi d'une introduction de Patterson. La première partie de Opening Statement prend explicitement modèle sur le discours d'ouverture de Jackson à Nuremberg, qui a abondamment cité. Il est intéressant de noter que cette pétition donne lieu à un échange tendu entre Patterson et Raphaël Lemkin, le père de la Convention de 1948. Lemkin qui manifeste à cette occasion un manque d'empathie caractérisé pour la cause africaine-américaine, et je m'étends dans mon livre sur cette aversion pour la cause africaine-américaine chez Lemkin et d'autres exilés européens aux États-Unis, d'Europe centrale. Pour conclure, la neutralisation par les juristes alliés des crimes au motif de la race illustre bien le processus d'innovation juridique sous contrainte qui caractérise le moment Nuremberg. Des contraintes d'ordre professionnel, bureaucratique, mais aussi raciales, à savoir la color line états-unienne, ont largement entravé la rationalisation du droit de Nuremberg. Si on reprend les analyses de Max Weber, ce droit comporte des éléments d'irrationalité formelle et matérielle. Ainsi, le crime contre l'humanité crée un droit particulier pour un cas particulier. Pour cette raison, on est frappé par le contraste entre la postérité institutionnelle et professionnelle de Nuremberg, qui est, jusque dans les années 1990, très maigre, sinon inexistante, et la vitalité de ses appropriations militantes et, faut-il ajouter, artistiques. À y regarder de près, le procès de Nuremberg occupe une place très singulière dans l'histoire des pratiques juridiques internationales. Il est largement déconnecté de processus parallèles comme le développement des droits de l'homme. De plus, Nuremberg relève d'une brève parenthèse dans l'histoire du rapport américain aux normes internationales. Mon travail invite en somme à se prémunir contre une illusion rétrospective, celle qui consiste à voir dans le procès de 1945-1946 un point de départ dans une histoire un peu héroïque et linéaire qui conduirait sans accroc de Nuremberg à La Haye. Je vous remercie.